Nous allons aborder dans cette partie la continuité, mais cette fois-ci non plus continuité en un point, mais continuité sur un intervalle. Donc je vous rappelle que si f est défini sur l'intervalle i à valeur dans R, et si a est un point de i, ce qui garantit que f est continu en i, on a vu que f est continu sur i, f est continu sur i, si et seulement si, la limite lorsque x tend vers a de f de x est égale à f de a. Donc une fonction continue en un point est une fonction qui possède une limite finie en ce point. Donc on voit que la continuité est une notion locale, puisque la continuité est une notion qui se définit point par point. Et c'est vraiment une définition locale, puisque je vais vous rappeler l'exemple qu'on avait étudié tout au début du cours. Cet exemple, il va vraiment éclairer la raison pour laquelle la continuité, c'est une notion locale. Rappelez-vous, tout au début du cours, on avait étudié le cas de la fonction f qui était définie sur R à valeur dans R et qui a un nombre réel x associé. Alors, selon les cas, c'était x si x est un nombre rationnel et 0 si x est un nombre irrationnel. Alors, si vous reprenez l'étude de cet exemple, on avait montré que f est continu en 0, f est continu en 0, et aussi que f est discontinu, et que f est discontinu en tout point de l'ensemble R étoile, c'est-à-dire que la fonction est discontinue partout, sauf en 0 où elle est continue. Donc on voit bien que cette notion de continuité est une notion qui est évidemment valable point par point, et qu'elle ne se transmet pas sur un voisinage. Une fonction qui est continue en 0, elle peut très bien être discontinue partout autour de 0, sauf en 0 évidemment. Donc c'est une notion qui est complètement locale. Donc la continuité est une notion locale. La continuité est une notion locale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Alors, pour pouvoir parler de continuité de façon un petit peu plus globale, on va écrire une autre définition. On va définir ce que signifie qu'une fonction est continue sur un intervalle. Donc, on va considérer la définition suivante. La définition d'une fonction continue sur un intervalle. Une fonction continue sur un intervalle. Alors la définition est très simple. Je vais me donner i un intervalle de R, donc soit i un intervalle de R, et je vais me donner une fonction f qui est définie sur l'intervalle i à valeur dans R. Donc, une application. Eh bien, on va dire que f est continu sur l'intervalle i, f est continu sur l'intervalle i, à la condition nécessaire et suffisante, donc c'est une définition, f est continu, la fonction f est continue en tout point de i. En tout point de i. C'est-à-dire que f est continu en a appartenant à i pour tout a appartenant à i. Donc on voit bien qu'on reste sur une notion locale, puisqu'on dit qu'être continu sur un intervalle, c'est être continu en chacun des points de cet intervalle. Donc on a évidemment une notion, la continuité qui reste une notion locale, mais on va voir ce que ça impose d'avoir la continuité en tout point d'un ensemble donné, en tout point d'un intervalle de R. On va donner la notation au programme pour justement l'ensemble des fonctions qui sont continues sur un intervalle. Alors cet ensemble, il y aura deux notations. Soit on va le noter C0 de i de R, ou soit on va le noter simplement C de i de R. Donc cet ensemble-là désigne l'ensemble des fonctions continues. C'est l'ensemble des fonctions continues
sur l'intervalle i tout entier. Donc on notera comme ça cet ensemble, c'est une notation qu'on a déjà vue et qu'on a déjà pratiquée. Alors avant de m'étudier aux propriétés de cet ensemble, notamment est-ce que cet ensemble présente des stabilités par somme, par produit, par composition, ce genre de choses, on va étudier un cas particulier très intéressant de fonctions continues sur un intervalle. On va étudier les fonctions lipschitziennes. Donc on va définir ce que c'est qu'une fonction lipschitzienne. Je vais vous donner la définition brutale et ensuite on va voir que c'est une définition qui est très géométrique. Donc définition, on va étudier ce que représentent ces fameuses fonctions lipschitziennes. Alors c'est en l'honneur d'un mathématicien qui s'appelle Monsieur Lipschitz. On va étudier ces fameuses fonctions lipschitziennes. Alors, une fonction lipschitzienne, c'est quoi? Pour commencer, on va se donner i un intervalle de R. Cette notion, elle sera valable si notre fonction est définie sur un intervalle. Donc, soit i un intervalle de R. Et je vais me donner, soit f, une application qui est définie sur l'intervalle i et à valeur dans R. Donc, une application, a priori, qui est quelconque. Alors, on dit que f est lipschitzienne. On dit que f est lipschitzienne lorsque, ou plutôt lorsqu'il existe une constante k strictement positive telle que tel que pour tout x, y appartenant à l'intervalle i, la distance entre f de x et f de y, c'est-à-dire la valeur absolue de f de x moins f de y, est majorée par k fois la distance entre x et y, c'est-à-dire la valeur absolue de x moins y. Alors, dans ce cas précis, dans ce cas particulier, on dira, dans ce cas-là, que f est grand K lipschitzienne. Donc on dira que f est k lipschitzienne, où k c'est la constante qu'on a obtenue ici. La fonction f, elle sera dite ici k lipschitzienne. Alors je vais tout de suite vous faire remarquer quelque chose d'important, c'est l'enchaînement des quantificateurs. Vous avez bien noté ici que le quantificateur il existe est situé avant le quantificateur quel que soit. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une contrainte sur la valeur de k qui est ici. Vous l'avez probablement déjà noté. Cette constante k, il y a une obligation, c'est que k ne dépend évidemment pas de x et de y. Ça, c'est l'enchaînement des quantificateurs qui le prouve. Cette constante k, elle doit être valable quelle que soit la valeur de x et quelle que soit la valeur de y dans cette relation. Donc, attention à ça, c'est quelque chose de très important, l'enchaînement des quantificateurs dans une définition. Alors, avant de donner des exemples, on va essayer de donner une interprétation géométrique de cette définition. L'objectif étant de voir ce que c'est qu'une fonction lipschitzienne. Donc, interprétation géométrique de ce que va représenter une fonction lipschitzienne. Alors déjà, on peut commencer par noter dans la définition que si x est égal à y, ce terme-là est égal à 0, puisque j'obtiens f de x moins f de x, c'est nul, la valeur absolue de 0 est 0. Et ici, quand je prends x est égal à y, j'obtiens 0 exactement de la même façon. Ce qui veut donc dire que lorsque x est égal à y, cette inégalité, elle est toujours vérifiée, puisqu'elle devient 0 est inférieur ou égal à 0, ce qui est universellement vrai. Donc, cette définition n'a d'intérêt que lorsque l'on suppose que x est différent de y. Donc, si je me donne une application f qui est k lipschitzienne, je peux donc noter que quel que soit xy appartenant à i, si je prends x qui est différent de y, eh bien dans ce cas-là, je vais diviser chaque membre par la valeur absolue de x moins y, qui est non nulle lorsque x est différent de y. Comme la valeur absolue du quotient et le quotient des valeurs absolues, c'est la même chose, quand je fais ce quotient, je peux faire passer les deux termes dans la valeur absolue. Et on obtient cette relation-là.
Donc ce qui veut donc dire que si notre fonction est lipschitzienne, cela signifie en fait que cette quantité-là est majorée par grand K, et ceci pour n'importe quelle valeur de x et de y, du moment que ces valeurs-là sont différentes. Ça veut donc dire, cette histoire, que l'ensemble des termes de la forme f de x moins f de y sur x moins y, où x et y sont des éléments de i tels que x est différent de y, ça signifie que cet ensemble-là est un ensemble borné. Il est borné puisque la valeur absolue de ces termes est majorée par une constante qui ne dépend absolument pas de x et de y. Or, cette quantité-là, vous avez appris déjà à l'interpréter géométriquement, ce qui va nous permettre de requalifier la définition d'une application lipschitzienne. Alors, en effet, si je considère x et y ici, bon, je vais supposer sans perte de généralité que x est plus petit que y. Imaginez que f de x, c'est quelque chose qui se lit ici, et que f de y est quelque chose qui se lit ici. Donc, j'ai une fonction ici dont le graphe va passer par ces points. Donc ce qu'on va noter, c'est que la quantité f de x moins f de y sur x moins y, ça représente la pente de la droite qui passe par le point de coordonnées xf de x et yf de y, donc qui passe par ces deux points-là du graphe de la fonction f. Donc ce qu'on observe, voilà, c'est que la quantité f de x moins f de y sur x moins y, si je place mes valeurs absolues, eh bien ça représente la pente positive, puisque j'ai pris des valeurs absolues. Ça représente la valeur absolue de la pente entre le point A de coordonnées xf de x et le point B de coordonnées y f de y. Donc finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'une fonction qui est lipschitzienne, c'est une fonction qui a ses pentes bornées. Donc, f est donc lipschitzienne. Si ses pentes sont bornées. Si ses pentes sont bornées. Alors, une fois qu'on a fait cette remarque, c'est maintenant assez facile de travailler avec des exemples de fonctions lipschitziennes. Alors, regardons quelques exemples importants. Les premières fonctions qu'on peut comprendre comme étant lipschitziennes et des fonctions très simples, c'est déjà les fonctions affines. Si vous prenez la fonction qui a x associée à x plus b, cette fonction-là est évidemment une fonction lipschitzienne. Tout simplement parce que la pente d'une telle fonction est constante. La pente d'une telle fonction, elle vaut constamment a. Alors on peut bien entendu le vérifier par le calcul. Si vous calculez f de x moins f de y, ici, où x et y sont des nombres réels quelconques, donc cette fonction elle est lipschitzienne sur R, il faut quand même le préciser, on va donc récupérer ax plus b moins ay moins b, on va donc récupérer a facteur de x moins y, puisque les b s'éliminent. On obtient donc que la valeur absolue de f de x moins f de y est donc inférieure ou égale, là pour le coup c'est même égal, à la valeur absolue de a multipliée par la valeur absolue de x moins y. Donc a priori, si a est un nombre qui est différent de 0, on récupère ici que la fonction f est grand A, est valeur absolue de a, excusez-moi, lipschitzienne. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, si a est égal à 0, la fonction f est constante, dans ce cas-là, elle est lipschitzienne pour n'importe quelle valeur de k. On peut aussi noter au passage que si la fonction a est lipschitzienne, elle est lipschitzienne pour toute valeur qui est strictement plus grande que la valeur absolue de a, puisque je peux continuer ici à majorer avec une quantité k qui est strictement plus grande que a, sans aucun problème. Donc des fonctions lipschitziennes, il y en a. Les fonctions affines sont toutes des fonctions lipschitziennes. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner aussi comme exemple de fonction lipschitzienne? Prenons par exemple l'exemple de la fonction sinus. Prenons la fonction donc, qui a x associé sinus x sur R.
est-ce que la fonction sinus est une fonction lipschitzienne? Alors pour savoir ça, je vais me donner x et y deux nombres réels absolument quelconques, et je vais essayer de calculer la valeur absolue de sinus de x moins sinus de y. Alors pour ça, je vais déjà calculer cette expression-là. Alors là, on a une formule dans notre formulaire de trigonométrie, dans le cours, qui nous dit que sinus x moins sinus y est égal à 2 cosinus x plus y sur 2, multiplié par x moins y sur 2. Du coup, comme on s'est ramené à une expression multiplicative, prendre les valeurs absolues, c'est plutôt sympathique, puisque la valeur absolue, comme le module, a un très bon comportement vis-à-vis du produit, est égale à 2 fois la valeur absolue de cosinus x plus y sur 2, multiplié par la valeur absolue de sinus de x moins y sur 2. Or, nous, on sait bien que cette quantité-là est évidemment positive ou nulle, mais la fonction cosinus, elle est aussi majorée par 1. Donc comme ici on n'a que des quantités positives, pour la majorer, on peut majorer chacun de ces termes, on obtient déjà que ce terme-là, il est majoré par 1. Il ne nous reste plus qu'à considérer ce terme-ci. Or, on va faire un léger rappel. Je vous rappelle à toutes fins utiles, ça c'est une inégalité qu'on est censé connaître, que pour tout x appartenant à R, la valeur absolue de sinus x est majorée par la valeur absolue de x. Ça, c'est un exercice qu'on a déjà traité plusieurs fois dans l'année. Donc si j'utilise cette inégalité, je peux aussi affirmer que la valeur absolue de sinus de x moins y sur 2 est majorée, en utilisant cette relation-là avec ce terme-là, par la valeur absolue de x moins y sur 2. Les propriétés de la valeur absolue nous assurent que ceci, c'est aussi la valeur absolue de x moins y, le tout divisé par 2, puisque la valeur absolue d'un quotient, c'est le quotient des valeurs absolues. Alors, revenons maintenant à la majoration du terme qui est ici. Donc on s'est ramené à un produit de termes positifs, idéal quand il s'agit de faire des majorations. Donc ceci va être inférieur ou égal à 2, lui je ne le majore pas. Ce terme-là, je le majore par 1. Et ce terme-là, je le majore par la valeur absolue de x moins y, le tout divisé par 2. On obtient donc que la valeur absolue de sinus x moins sinus de y est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins y. On vient donc de démontrer, comme cette relation est valable quel que soit xy appartenant à R, on vient donc de montrer que la fonction sinus est 1 lipschitzienne. Voilà ce qu'on peut dire. Alors on va terminer avec un dernier petit exemple. On va prendre l'exemple de la fonction racine carrée, la fonction qui à x s'associe racine de x, qu'on va considérer sur l'intervalle i est égal à 0,1. Et on se pose la question suivante, est-ce que cette fonction est une fonction qui est lipschitzienne sur l'intervalle i? Là, je vais tracer le graphe de la fonction valeur absolue, en tout cas son allure pour pouvoir se faire un avis, puisqu'ici maintenant on a une bonne vision géométrique de ce que c'est qu'une fonction lipschitzienne. Donc voilà l'allure du graphe de la fonction valeur absolue, donc y est égal à la valeur absolue de x, lorsqu'on se place sur l'intervalle 0,1. Alors, dire qu'une fonction est lipschitzienne, géométriquement, ça signifie que ses pentes sont bornées. Voilà ce que ça signifie. Eh bien, ici, je pense que cette fonction, je suis même certain que cette fonction n'est pas lipschitzienne, parce que si vous regardez les pentes en 0, donc vous voyez par exemple ça c'est la pente entre 0 et la valeur de x, si je fais tendre x vers 0, on s'aperçoit ici que les pentes, elles ont l'air de devenir arbitrairement grandes. Donc pour montrer que cette fonction n'est pas lipschitzienne, je vais montrer que ces pentes ne sont pas majorées, et pour ça je vais regarder en particulier la pente en 0. Donc je vais me donner un x strictement positif, et je vais considérer la pente entre x et 0, c'est-à-dire je vais considérer racine de x moins racine de 0 sur x moins 0, ce qui est exactement les pentes que je suis en train d'observer ici.
Bon, bah, cette expression, elle se simplifie de façon remarquable, puisque bon, racine de 0 est égale à 0, et racine de x sur x, c'est 1 sur racine de x, puisque x, je peux l'écrire comme racine de x au carré, donc cette pente, elle vaut 1 sur racine de x. Or, effectivement, vous notez bien que quand on fait tendre x vers 0, par valeur positive, eh bien, l'expression qu'on récupère est une expression qui tend vers plus l'infini. Conclusion, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que les pentes de la fonction racine ne sont pas bornées sur l'intervalle 0,1, puisqu'on peut trouver des pentes qui deviennent arbitrairement grandes. Donc, la fonction qui à x associe racine de x n'est pas lipschitzienne. Sur l'intervalle 0,1. Donc, voilà des exemples et des contre-exemples. Vous voyez que selon qu'on doit montrer qu'une application est lipschitzienne ou n'est pas lipschitzienne, on ne regarde pas nécessairement la même définition. Dans le cas où je veux montrer qu'une fonction est lipschitzienne, la définition la plus pratique, c'est quand même celle que j'ai donnée avec la valeur absolue de f de x moins f de y. Et quand on doit montrer qu'une fonction n'est pas lipschitzienne, alors dans ce cas-là, comme on doit montrer que les pentes ne sont pas bornées, là on travaille plutôt géométriquement et on regarde plutôt la propriété sur les pentes. Vous voyez, donc tout dépend de ce qu'on a à démontrer. C'est pas le même choix qu'on va faire selon qu'on montre qu'une fonction l'est ou selon qu'on montre qu'une fonction n'est pas lipschitzienne. Alors on va maintenant voir un théorème sur les fonctions lipschitziennes, un théorème important, qui va nous dire qu'une grande classe de fonctions continues sur un intervalle donné, l'intervalle i, c'est les fonctions qui sont lipschitziennes sur i. Donc on va démontrer que si la fonction f est définie sur i à valeur dans R, où i est un intervalle. Donc si la fonction f est lipschitzienne sur i, si f est une fonction lipschitzienne sur l'intervalle i, alors f est continue sur i. Donc toute fonction lipschitzienne sur un intervalle est continue sur cet intervalle. Donc on vient de trouver déjà une première classe de fonctions qui sont continues sur un intervalle, c'est l'ensemble des fonctions lipschitziennes sur l'intervalle i. Ce qui est quand même excessivement intéressant, puisque la définition de la continuité, c'est une notion qui est basée sur l'existence de limites, et une fonction lipschitzienne est une propriété qui est entièrement géométrique, c'est une propriété qui porte sur les pentes de la fonction f sur un intervalle. Eh bien, on vient de démontrer qu'une fonction qui a ses pentes bornées sur un intervalle donné est nécessairement une fonction continue. Alors, on va bien entendu démontrer ce théorème. On va voir d'ailleurs que la démonstration n'est pas très compliquée. Je vous rappelle que la continuité est une notion locale, donc pour pouvoir démontrer que f est continue sur i, on va devoir démontrer que f est continue en tout point de i. Donc je vais supposer que f est lipschitzienne sur i, je vais me donner un point A appartenant à i, et l'objectif c'est de montrer, donc montrons que la fonction f est continue en A. On va montrer que la fonction f est continue en A. C'est-à-dire, si je reformule la question en utilisant la définition de la continuité, c'est-à-dire, on va montrer que la limite lorsque x tend vers a de f de x est égale à f de a. L'objectif est donc de démontrer que cette limite existe et que c'est f de a. Bon, étant donné qu'on est dans un contexte plutôt abstrait, on n'a pas une expression donnée pour la fonction f, on va devoir retravailler avec des epsilon, mais là vous allez voir, ça va pas être très très difficile. Donc ce que je dois faire, c'est que je me donne un epsilon strictement positif, et on cherche un nombre alpha strictement positif, tel que pour tout x appartenant à i, si la distance entre x et a est inférieure ou égale à alpha, alors la distance entre f de x et f de a est inférieure ou égale à epsilon, puisque je dois montrer que f tend vers f de a lorsque x tend vers a. Voilà ce que je dois démontrer. Donc l'inconnu ici, c'est alpha. On cherche un voisinage de a sur lequel
on a la propriété qui est ici. Or ça va être assez simple finalement, puisque je sais, puisque f est Lipschitzienne, que quel que soit xy appartenant à i, la fonction f étant Lipschitzienne, f de x moins f de y est majorée par une constante grand K indépendante de x et de y, multipliée par la valeur absolue de x moins y. Comme cette relation elle est vraie quel que soit x et quel que soit y appartenant à l'intervalle i, je peux utiliser cette relation en particulier avec y est égal à a, puisqu'ici a est bien un élément de i. Donc je vais prendre y est égal à a dans cette relation, qui est bien un élément de i, et ce que je récupère, c'est que la distance entre f de x et f de a est majorée par k fois la valeur absolue de x moins a. Moi, mon objectif, c'est de faire quoi? Mon objectif serait de majorer cette quantité-là par epsilon. Pour ça, il nous suffirait de majorer la quantité qui est ici par epsilon. Si j'arrive à trouver un voisinage de a sur lequel cette quantité est majorée par epsilon, c'est gagné. Là, on voit tout de suite la valeur de la constante alpha qu'il va falloir ajuster. Là, je peux maintenant affirmer, sans l'ombre d'un doute, que si la valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à epsilon sur grand K. Si j'ai cette relation-là, alors, en utilisant la majoration qui est juste ici, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer que la valeur absolue de f de x moins f de a étant majorée par k fois la valeur absolue de x moins 1, eh bien, comme je suis sur un intervalle où j'ai cette propriété, ceci va être majoré par k fois epsilon sur k. Donc cette expression-là, elle va être majorée par epsilon, puisque si j'ai la relation qui est ici, je peux bien effectuer cette majoration. Donc si on résume, on vient de dire que si la valeur absolue de x moins a est inférieure ou égale à epsilon sur k, alors la distance entre f de x et f de a est inférieure ou égale à epsilon. Conclusion, on cherchait un nombre alpha strictement positif qui vérifiait cette propriété. Eh bien, le nombre alpha que l'on recherche, c'est simplement epsilon sur grand A, qui est bien strictement positif, puisque epsilon est strictement positif, et la constante grand K, constante de Lipschitz, est également un nombre strictement positif. On vient donc bien de démontrer que la fonction f possède une limite finie lorsque x tend vers a, donc que f est continu en a, et ceci pour tout a. Appartenant à i. On vient donc bien de démontrer que la fonction f est continue sur i. On vient donc de démontrer qu'une fonction lipschitzienne sur un intervalle donné est nécessairement continue sur cet intervalle. On peut tout de suite d'ailleurs noter que la réciproque de ce résultat est fausse, puisque rappelez-vous, on avait démontré juste avant que la fonction racine carrée était non lipschitzienne sur l'intervalle 0,1, alors qu'elle est continue sur l'intervalle 0,1. Donc, la réciproque de ce résultat est fausse. Terminons cette séquence par un exercice. On va démontrer qu'une fonction qui est combinaison linéaire de fonctions lipschitziennes est une fonction lipschitzienne. Alors pour ça, on va se donner f et g deux fonctions définies sur i un intervalle de R, où i ici est un intervalle de l'ensemble des nombres réels. Je vais supposer que ces deux fonctions-là sont des fonctions qui sont lipschitziennes. Ce sont des fonctions lipschitziennes. Et je vais me donner alpha et bêta, deux nombres réels absolument quelconques. L'objectif est de démontrer que la fonction alpha f plus bêta g est une fonction lipschitzienne. Alors pour ça, je vais revenir à la définition. C'est-à-dire je vais devoir démontrer que je peux trouver une constante k strictement positive, telle que pour tout xy appartenant à i, la valeur absolue de la différence des deux images de f est plus petite que k fois valeur absolue de x moins y. Alors ici, on va donc se donner deux nombres x et y quelconques dans l'intervalle i. Et ce qu'on va devoir majorer, c'est la valeur absolue de
Alors pour simplifier, je vais appeler phi la fonction alpha f plus bêta g. Ce qu'on doit majorer, c'est la valeur absolue de f de x moins f de y. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais déjà calculer phi de x moins phi de y, et après on va majorer la quantité obtenue en valeur absolue. Alors là, on va récupérer donc alpha f de x plus bêta fois g de x, moins, attention, le moins se distribue dans chaque terme, alpha f de y moins bêta g de y. On va évidemment tout de suite, puisqu'on a des hypothèses sur f et sur g, regrouper les termes qui dépendent de f et les termes qui dépendent de g. Et maintenant que j'ai bien fait apparaître f de x moins f de y et g de x moins g de y, on va travailler cette expression en valeur absolue. Donc je vais majorer la valeur absolue. Maintenant qu'on a assuré ces deux termes-là, pour majorer cette expression, je vais utiliser la première inégalité triangulaire. La valeur absolue de la somme va être majorée par la somme des valeurs absolues. J'en profite aussi pour casser la valeur absolue en deux, puisqu'on sait que la valeur absolue d'un produit est égale au produit des valeurs absolues. Donc voilà déjà ce qu'on peut faire avec l'inégalité triangulaire et avec la conservation du produit par la valeur absolue. J'obtiens donc cette majoration. Or, on sait par hypothèse que la fonction f, elle est k-lipschitzienne. Donc ça me garantit qu'il existe une constante grand A strictement positive, telle que, quel que soit x, y appartenant à i, la valeur absolue de f de x moins f de y, c'est-à-dire la distance entre f de x et f de y, est majorée par grand A fois la valeur absolue de x moins y. De la même façon, si j'applique notre hypothèse pour la fonction g, il existe un nombre b strictement positif tel que, pour les mêmes raisons, pour tout xy appartenant à i, la valeur absolue de g de x moins g de y est majorée par grand B fois la valeur absolue de x moins y. Comme ici ces quantités sont positives, il n'y a aucun problème pour majorer des produits. Donc, je peux affirmer, puisque ici on n'a que des termes positifs dans ces produits, que la valeur absolue de phi de x moins phi de y est donc majorée par la valeur absolue de alpha fois grand A fois la valeur absolue de x moins y, plus la valeur absolue de bêta fois grand B fois la valeur absolue de x moins y. On n'a plus maintenant qu'à factoriser la valeur absolue de x moins y. On obtient donc ici que notre quantité, elle est majorée par cette constante qui est indépendante de x et de y, multipliée par la valeur absolue de x moins y. Donc ceci, évidemment, ne dépend pas de x et de y. Moralité. Moralité, on vient donc d'exhiber une constante strictement positive indépendante de x et de y, qui vérifie la propriété que l'on veut, c'est-à-dire que cette quantité-là est majorée par cette constante fois cette quantité. Alors vous allez me dire, ouais, mais strictement positif, si alpha et bêta sont nuls, si alpha et bêta sont nuls, la fonction elle est nulle, et dans ce cas-là, n'importe quel nombre strictement positif fera l'affaire. Donc évidemment, quand on prend cette combinaison linéaire, ici, le cas où alpha et bêta seraient nuls ne pose strictement aucun problème, puisqu'on a déjà vu que les fonctions constantes, elles étaient lipschitziennes. Donc on a bien démontré qu'une combinaison linéaire de fonctions lipschitziennes est encore une fonction lipschitzienne.